Bonsoir, bienvenue. Mon nom est François Barras et je suis le président de l'association Suisse Medculture. Ce soir, c'est la première manifestation d'une série de 9 manifestations qu'on vous présentera tout au long de l'été jusqu'au mois de septembre. Et pour cette première rencontre, nous avons le plaisir d'avoir une enfant du pays, voilà, Madame Micheline Calmiret, que vous connaissez tous, je n'ai pas besoin de la présenter, conseillère d'État à Genève, conseillère fédérale, 2 fois présidente de la Confédération. Elle a été ma patronne aussi, voilà, pendant des années. C'est grâce à elle que j'ai été nommé au Liban, donc ça il faut le souligner 2 fois, mais c'est vraiment grâce à elle et j'en suis très, très reconnaissant. Elle va nous parler de son nouveau livre sur la neutralité et en effet, si vous voulez, pour moi, elle incarne cette neutralité positive, cette neutralité active de la Suisse. Parce qu'en Suisse, on a toujours cette idée, la Suisse fait des affaires avec le monde entier, mais se mêle de rien. Et puis, il y a une autre façon de voir cette neutralité qu'elle incarne. C'est un peu, si vous voulez, l'héritage de Henri Dunant, de la Croix-Rouge. C'est une Suisse qui est vue dans le monde comme un pays de paix. Parce que quand vous êtes diplomate et que vous voyagez, plus vous êtes loin de la Suisse, plus la Suisse est vraiment vue, comprise comme un pays pacifique, un pays porteur de paix. Et alors, cette neutralité positive, c'est une neutralité qui dit on est un pays porteur de paix et on a une certaine responsabilité de porter la paix, justement. Ce n'est pas une neutralité repliée sur soi, et je vous dis, c'est ce que vous incarnez, c'est ce que, pendant toutes ces années où elle a été au gouvernement, elle a essayé et elle a vraiment promu avec beaucoup de succès. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Madame Calmiret et à Louisa, que vous connaissez, qui est notre modératrice de choc. Et puis, j'aimerais aussi remercier les fondations grâce auxquelles on peut organiser ces manifestations. Je vois la Fondation Coromandel qui est bien représentée, la Fondation des Rencontres de Crans-Montana, il y a aussi la Fondation Minkoff et la Fondation ARP. Donc, un grand merci à vous tous, parce que c'est grâce à vous qu'on peut organiser ces manifestations. Voilà, bonne soirée, merci. Et puis, à la fin de la rencontre, Madame Calmiret signera ses livres. Son livre, voilà, mais ça y un tas de copies de livres. Voilà. Parfait. Bonne soirée. Merci. Merci François. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette rencontre. C'est un honneur, Madame Calmiret, de vous avoir avec nous ce soir pour parler effectivement de ce livre très intéressant que vous trouverez à la sortie. Je souhaite remercier François Barras et Michel Abou-Khalid de me donner à nouveau la possibilité d'être avec vous ce soir pour parler de ce livre, pour une neutralité active de la Suisse à l'Europe. Madame Calmiret, François Barras vous a présenté. Vous avez été une ministre très active des Affaires étrangères, vous avez été présidente de la Confédération, vous avez aussi, je crois, présidé le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe. J'ai envie de vous demander comme première question, est-ce que la politique active ne vous manque pas? Non, ça ne me manque pas. Moi, c'est vrai que le passage de la politique active à ma 3e carrière, en fait, puisque j'ai d'abord été active dans le secteur privé, dans le secteur de l'édition, avant de passer au Conseil d'État de Genève et puis au Conseil fédéral à la Confédération. Et puis après ma période de ministre des Affaires étrangères et ma période confédérale, j'ai été professeur invité à l'Université de Genève et je continue d'enseigner à l'Université de Genève. Et je dois dire que le contact avec les étudiants est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Au début, j'étais un peu surprise parce que j'avais jamais enseigné de ma vie. Et quand je suis arrivée à l'université, on m'a demandé de venir. On m'a dit, vous serez professeur invité. J'ai dit oui, mais vous attendez quoi de moi?
On m'a dit liberté académique, vous faites ce que vous voulez. J'ai dit merci, c'est très gentil. Donc j'ai dû faire mon programme, j'ai dû organiser des cours pour les étudiants. Donc j'ai enseigné la politique étrangère de la Suisse. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle j'ai écrit ce livre, parce que les étudiants étaient un peu perdus avec la notion de neutralité. Et puis j'ai aussi un séminaire que je conduis avec les étudiants de l'École polytechnique fédérale de Zurich, les étudiants de MGIMO, qui est l'école d'État pour les diplomates russes qui participent, et puis mes étudiants à Genève. Donc c'est vraiment très enrichissant, ça m'apporte, c'est une continuation en fait, si vous voulez, de la politique active, mais au niveau de l'enseignement. Et je trouve que c'est une bonne continuation finalement de cette politique que j'ai pu concrètement mener. Et puis ça apporte peut-être aux étudiants quelque chose d'autre que des théories politiques. Et à moi aussi, ça m'apporte le lien avec des jeunes. Alors la politique, la poursuite de la politique active au fond par d'autres moyens. On vous entend aussi sur les ondes, sur les plateaux de télévision. Vous avez notamment commenté le sommet entre les présidents Biden et Poutine. Qu'est-ce que ce sommet a apporté à la Suisse, à votre avis, et qu'est-ce que vous en retirez, vous, en tant qu'ancienne ministre des Affaires étrangères? Moi, je dirais que ce sommet, c'est un succès de la diplomatie suisse. Parce que ils sont pas venus comme ça par hasard. Donc il y a les ambassades, le ministère des Affaires étrangères qui se sont mobilisés pour faire savoir que la Suisse était à disposition. Et c'est un succès aussi parce que en l'espace de 3 semaines, peut-être 1 mois ou plus, il a fallu organiser la venue de ces 2 personnalités à Genève. C'était pas une petite affaire, ça s'est bien passé, ouf. Et c'est aussi un succès de la reconnaissance quelque part apportée à la neutralité de la Suisse. C'est là qu'on rejoint le livre, parce que ce sommet ne pouvait pas avoir lieu à Moscou, ne pouvait pas avoir lieu aux États-Unis, vu les relations entre les deux puissances qui n'étaient pas très très bonnes. Pouvait pas avoir lieu non plus dans les pays de l'OTAN, toujours pour les mêmes raisons. Donc un pays neutre. Voilà, et ça s'est trouvé qu'on a choisi Genève, qui avait l'habitude, qui est finalement la capitale du multilatéralisme en Europe, où toutes les organisations spécialisées des Nations Unies sont établies à Genève. Et donc, il y avait là une sorte comment est-ce qu'on peut appeler ça, de hub de la diplomatie qui se prêtait particulièrement bien à une rencontre au sommet. Et je dois dire que moi, j'ai été très fière de voir notre président national, M. Guy Parmelin, recevoir à la fois le président russe et le président américain, et surtout très fier que ça a été aussi l'occasion je ne dirais pas d'un nouveau départ, mais enfin de quelques progrès dans les relations entre ces 2 puissances. Alors, est-ce qu'en coulisses, il y a eu des discussions sur des thèmes qui intéressent évidemment la Suisse? Je pense plus particulièrement aux avions de combat. Semble-t-il, moi j'y étais pas, mais d'après ce qu'on a pu lire dans la presse, c'est un sujet que le président Biden a évoqué avec notre président, M. Parmelin. Je ne sais pas si ça a une influence sur le choix du Conseil fédéral, j'en sais rien. D'après les dires même de notre ministre de Défense, non, puisque l'appel d'offres était le meilleur marché, le mieux disant, et que d'après nos lois, il fallait accepter cette offre qui était la meilleure marché. Mais quand même, il y a des gens qui ont commencé à faire des remarques là-dessus en disant, mais enfin c'est quand même assez surprenant parce qu'on acquiert une Ferrari au prix d'une Fiat 500, donc il y a probablement un peu anguille sous roche. Et ce choix est contesté aujourd'hui. On parle de lancer une initiative, certains milieux parlent de lancer une initiative qui s'appellerait Stop F-35. Je dois dire que c'est un choix pas uniquement technique. Hein. Le Conseil fédéral se réfugie en disant c'est un choix technique. Je ne pense pas que ça soit un choix technique, c'est un choix politique, c'est un choix géostratégique, parce que en misant sur un avion américain, on met en avant le lien transatlantique. On aurait misé sur un avion européen, on aurait misé au contraire sur une priorité accordée à l'Europe et à des avions européens.
Donc voilà, moi j'étais un peu surprise de ce choix, mais voilà, il a été fait et on verra ce qu'il deviendra s'il y aura encore un vote populaire à ce sujet. Est-ce qu'il y aura des conséquences par rapport aux relations entre la Suisse et l'Union européenne, par rapport à ce choix, à votre avis? Oh, alors il y a déjà eu quelques conséquences de par une décision préalable qui a eu lieu quelques jours avant le choix du F-35. C'était la décision du Conseil fédéral d'arrêter les négociations, d'arrêter là les négociations sur un accord institutionnel avec l'Union européenne qui posait trop de problèmes, qui divisait la Suisse, qui divisait les partis politiques, le Parlement, le gouvernement et toutes les familles en Suisse. Et finalement, le Conseil fédéral a choisi d'arrêter l'exercice là, mais il n'a pas choisi d'arrêter les relations avec l'Union européenne. Et c'est vrai que la proximité de ces deux décisions, on arrête les discussions sur l'accord institutionnel, et puis quelques jours ou semaines plus tard, on dit on achète un F-35 alors qu'il y avait un avion Rafale qui était en compétition et puis un Eurofighter. Bon, les Européens peuvent se dire non, mais là, la Suisse, elle pousse un peu quand même. Et d'ailleurs, ils l'ont fait sentir. Ils ont pris des mesures aussi. Ils ont pris quelques mesures de rétorsion, notamment la participation de la Suisse à des programmes de recherche. Donc voilà. Alors, est-ce que la politique de la Suisse, de cette neutralité active, est-ce qu'elle peut être parfois ambiguë? Vous en parlez dans votre livre, Sans langue de bois. Donc, je pense que vous avez tout à fait raison d'évoquer certains sujets. Je pense effectivement notamment au fait d'avoir peut-être un accord de coopération avec l'OTAN, ou est-ce qu'on peut devenir ou pas membre de l'Union européenne avec cette question de la politique active. Quel est votre point de vue sur ces questions? Alors tout d'abord, il faut dire que chaque Suisse et chaque Suissesse a sa propre conception de la neutralité. Si vous posez la question là dans la salle, je suis sûre que les avis divergeraient. On est tous très favorables à la neutralité, c'est dans notre ADN. Moi, j'avais une étudiante à l'université, on faisait un jeu de rôle sur la question du Karabakh, la problématique entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. On faisait un jeu de rôle, et puis une étudiante qui avait été mise dans le parti des Azéris, elle vient vers moi, elle me dit « je peux pas ». Je lui dis « pourquoi vous ne pouvez pas représenter les Azéris dans un jeu de rôle ?» Elle me dit « je peux pas, je suis suisse, je suis neutre ». Voilà. Donc, voyez, la neutralité, pour elle, c'était on reste à l'écart, on fait rien, la ministre des Affaires étrangères se tait dans les 4 langues nationales, elle ne participe à rien. L'interprétation de la neutralité a beaucoup évolué. Elle a beaucoup évolué ces derniers temps, en particulier depuis l'entrée de la Suisse aux Nations Unies. Aujourd'hui, la neutralité est devenue la neutralité du juge. La neutralité qui est basée sur le droit international et le respect du droit international. Et en basant la neutralité sur le respect du droit international, on ne prend pas parti. Ça ne nous empêche pas de dire les choses. Par exemple, lorsqu'il y a des violations des conventions de Genève, des violations du droit international humanitaire, la Suisse s'exprime, elle dit les choses. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus neutre. La neutralité telle qu'elle est conçue aujourd'hui permet à la Suisse de s'exprimer. D'ailleurs, elle le fait. François Barras le sait très bien puisqu'il était à New York. Et à New York, la Suisse, à l'Assemblée générale des Nations Unies, elle ne reste pas là, assise sur son siège, à ne rien dire et à ne rien faire. Elle prend des positions, elle demande le respect du droit international, elle veille à ce que... Ambigu, je dirais pas. Je dirais que parfois c'est un peu pragmatique et que quelquefois, je vous donne l'exemple. Par exemple, le Conseil fédéral a renoncé à signer le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, alors que la politique suisse était toujours à l'opposé et contre les armes nucléaires. On est un pays qui n'est pas une puissance nucléaire, et donc il est logique que on veille à ce que les armes nucléaires ne soient pas une priorité. Le Conseil fédéral renonce à signer le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Alors, je trouve que c'est l'argument qui est intéressant. Il dit on ne peut pas le signer parce qu'on risquerait de fâcher nos voisins, pensez la France, qui a l'arme nucléaire,
et en cas de circonstances exceptionnelles, on pourrait avoir besoin du parapluie sécuritaire de ses voisins. Donc nous, on n'a pas d'armes nucléaires, mais on compte sur le parapluie des voisins. Et pour ça, on veut... En fait, la théorie de la Suisse, c'est qu'on reste toujours opposé à l'arme nucléaire, mais avec les pays qui sont dotés de l'arme nucléaire, pas contre eux. Voilà. Et donc là, pour moi, là, bon, il y a un peu d'ambiguïté dans la position suisse, et en particulier par rapport à la neutralité. Sur l'Union européenne, on a beaucoup discuté de savoir si la neutralité était compatible avec une adhésion à l'Union européenne. Je vous dirais honnêtement que c'est une question qui n'a plus grande importance aujourd'hui, parce qu'il y a seulement 6% des Suisses qui sont favorables à une adhésion à l'Union européenne. Donc c'est probablement pas près d'arriver dans un avenir proche. Mais aujourd'hui, on dit que c'est pas contraire à la neutralité d'entrer dans l'Union européenne. Juridiquement, c'est pas contraire. Mais politiquement, ça poserait un sacré problème. Parce que l'objectif dans les traités de l'Union européenne, l'objectif c'est quand même d'avoir des politiques de sécurité, de défense communes, des politiques extérieures communes. Et dans ce cas-là, évidemment, un pays neutre ne peut pas adhérer à des positions qui sont des positions partisanes, des positions de grande puissance. Et donc, je dirais encore une fois, juridiquement, pas de problème. Pour l'instant, politiquement, oui, c'est assez délicat, assez sensible. C'est pour ça que dans mon livre, finalement, j'aimais la thèse que, un peu iconoclaste, si vous voulez quand même, que l'Union européenne n'est pas une grande puissance à l'heure actuelle. L'Union européenne n'a pas de politique extérieure commune. L'Union européenne pratique une politique d'État neutre, dans les faits, concentrée sur les relations commerciales, sur l'aide au développement, l'aide humanitaire. Elle n'a pas véritablement, il y a de trop grandes divisions entre l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud de l'Europe avec des intérêts géostratégiques différents. Songez à la difficulté que l'Union européenne a aujourd'hui à se positionner à l'égard de la Russie, avec certains membres, notamment le président Macron, qui veut instaurer un dialogue avec la Russie, et d'autres, comme les pays de l'Est, pour faire court, qui eux sont beaucoup plus proche de la frontière avec la Russie et beaucoup plus angoissés de cette proximité. Donc, ma thèse, c'est de dire, comparer avec la Suisse. La Suisse, à l'origine, était, au XVIe siècle, la puissance militaire la plus importante sur le continent européen, au XVIe siècle. Les Suisses étaient invincibles, ils étaient affreux dans les guerres. C'était les pires que vous puissiez trouver. Ils étaient très agressifs. On n'y croit pas aujourd'hui, tellement les mentalités ont changé. Hein. Et ils ont perdu Marignane. Pourquoi est-ce qu'ils ont perdu la bataille de Marignane en 1515 ? Ils ont perdu Marignane parce qu'il n'y avait pas de véritable centre. Il n'y avait pas d'intérêt géostratégique commun au premier canton. Certains voulaient conquérir la Lombardie, comme le canton d'Uri ou le canton du Valais par exemple. D'autres n'y voyaient aucun intérêt. Et donc, il n'y avait pas de pouvoir central qui pouvait ordonner, si vous voulez, un contingent de soldats à fournir pour aller se battre à Marignane. On a perdu Marignane. À partir de là, je ne dirais pas que le pays est devenu neutre, mais le pays a commencé à prendre un petit peu de distance par rapport à ses voisins qui devenaient trop puissants. Et en 1907, le droit de la neutralité a été inscrit dans les conventions de la Haye, avec l'appui des puissances environnantes qui voyaient un intérêt à ce que la Suisse soit neutre. La comparaison avec la situation dans l'Union européenne, elle est assez frappante, dans la mesure où l'Union européenne est, tout comme les cantons suisses à l'origine, est composée d'États qui sont souverains en matière de politique étrangère, qui ont des intérêts géostratégiques différents, et la neutralité est une manière d'assurer la cohésion intérieure et de ne pas avoir de division, si vous voulez, entre ces différents cantons par rapport aux différents pays pour l'Union européenne, par rapport à la politique étrangère. Et d'ailleurs, dans les faits, encore une fois, l'Union européenne pratique une politique de neutralité. Je parle de l'Union européenne, je ne parle pas des différents pays membres. Hein. Ça, c'est une autre affaire. Et donc, ma thèse est la suivante. Pour assurer son unité, l'Union européenne aurait intérêt à se déclarer ouvertement neutre, à avoir une stratégie
d'État neutre, c'est-à-dire de renoncer à utiliser la force pour défendre ses intérêts dans le monde, ce qui lui permettrait d'avoir un positionnement particulier, caractéristique dans le monde entre les grandes puissances et de ne pas, si vous voulez, être tiraillé d'un côté comme de l'autre entre, pour ne pas les nommer, les États-Unis et la Chine. Par rapport aussi à un souhait d'avoir un siège au Conseil de sécurité, est-ce que c'est compatible avec une neutralité active? Alors là, vous pouvez poser la question à la personne qui a déclenché la candidature au Conseil de sécurité, puisqu'elle a été décidée en 2011 alors que j'étais en fonction. Et moi, je pense que c'est vraiment la place, c'est vraiment un endroit où nous pourrions être actifs avec notre politique de neutralité active. Parce que là, et d'ailleurs la Suède a fait l'exercice, a démontré qu'on pouvait essayer de rallier. Parce que le Conseil de sécurité actuellement est vraiment un peu bloqué par les droits de veto des grandes puissances. Et il appartient à un pays comme la Suisse de pouvoir proposer des solutions, voire de pouvoir faire quelques médiations, facilitations à l'intérieur du Conseil de sécurité. D'ailleurs, la Suisse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas inactive aux Nations Unies. C'est déjà un travail qu'elle fait. Donc ça nous permettrait de donner plus d'importance à ce travail-là, de bâtisseur de ponts entre les différents intérêts présentés au Conseil de sécurité. Et aussi, le grand avantage, c'est d'avoir accès aux puissants. Parce que, vous savez, je veux dire, on ne s'intéresse pas franchement à la Suisse. C'est un pays qui n'a pas de problème. C'est un pays qui va bien. Donc, mon expérience, c'était qu'on s'intéresse à la Suisse quand elle a des activités particulières qui correspondent à ce qu'elle est, à son essence même, c'est-à-dire des activités de promotion de la paix, de médiation, etc. Je me souviens que quand la Suisse était médiatrice entre l'Iran, tout au début des négociations sur l'accord nucléaire iranien, la Suisse était médiatrice entre les Iraniens et les membres permanents du Conseil de sécurité et l'Allemagne. Et chaque fois que je rencontrais quelques ministres, des ministres européens ou d'ailleurs, la question qu'on me posait, c'était de me dire « ça va comment ?» Qu'est-ce qui se passe avec eux? La même chose quand on a fait une médiation pour faire entrer la Russie à l'Organisation mondiale du commerce. La Géorgie était opposée, et là il a fallu travailler un peu pour arriver à ce que la Russie puisse rentrer à l'Organisation mondiale du commerce. Eh bien, j'ai été invité aux réunions des conseils des ministres européens, parce qu'ils avaient intérêt à savoir comment les négociations allaient. Les États-Unis, la même chose. Je veux dire, on nous téléphonait pour nous demander ça va comment, est-ce que ça se passe bien, est-ce que vous avez besoin d'aide, et on entretenait, on faisait ça dans la transparence, en informant tout le monde autour de nous. Et je pense que c'est là que l'accès aux grandes puissances peut se montrer utile pour un petit pays comme le nôtre, qui autrement n'attire pas forcément l'attention, hein, je veux dire. Alors, vous avez été très actif sur plusieurs dossiers en tant que conseillère fédérale en charge des affaires étrangères, et notamment 2 dossiers. C'était le Kosovo, donc la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo, qui a été critiquée. Vous avez été très active, je crois, dans ce dossier, et puis le Moyen-Orient, évidemment, avec l'initiative de Genève. En préparant cette discussion, vous m'avez dit, voilà, je peux parler de différents sujets et raconter aussi des anecdotes en coulisses. On aimerait en savoir plus, Madame Calmiret. Écoutez, c'est un peu compliqué de raconter, parce qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas trop être dites, quoi. Je veux dire, mais sachez que les activités de médiation, c'est des activités qui vous prennent un temps fou, quoi. Entre l'Arménie et la Turquie, on a mené des négociations pour ouvrir les frontières de l'Arménie vers la Turquie, et on a vu combien c'est important maintenant, avec la guerre du Karabakh, ça revient sur le devant de la scène, la question du génocide arménien, et donc là bon, c'était vraiment très chaud. Les gens ne se parlaient pas, quoi. Je veux dire, ils avaient à tel point que la partie arménienne qui négociait avec les Turcs, c'était une jeune femme qui était ambassadrice, qui négociait, et elle m'a raconté qu'elle avait mal à la gorge, donc elle était en direct, la Suisse présente, mais en direct avec les Turcs, et qu'elle avait mal à la gorge, et que les négociateurs turcs lui a proposé des pilules pour la gorge. Puis elle a dit, figurez-vous que
j'ai mis quand même quelques secondes avant de dire oui, parce que j'avais peur qu'il me donne quelque chose de mauvais, quoi, pour moi. Mais à tel point, la méfiance entre les partis, c'était quelque chose. Et donc là, tous les matins, j'avais un téléphone des Arméniens qui me disait « Vous avez vu ce qu'il y a dans la presse les Turcs ont fait ci », et après, une demi-heure après, j'avais le téléphone des Turcs qui disait « Vous avez vu ce que les Arméniens ont écrit », etc. Il fallait sans arrêt être là, répondre, avoir des idées, faire des propositions, et puis pour finir, les amener à dire oui à la fin. Pour ce qui concerne l'Arménie-Turquie, on est arrivé à ce qu'on a appelé les protocoles de Zurich. C'était 2 accords qui ouvraient la frontière et qui créaient une commission historique pour examiner les phénomènes qui se sont passés, les événements qui se sont passés en 1915 au moment de ce que nous on appelle le génocide arménien, mais que les Turcs refusent absolument d'appeler génocide arménien. Une commission d'experts historiques. Et ces protocoles ont été signés dans des conditions terribles à Zurich. Les gens pleuraient, enfin c'était vraiment très 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 émotionnel, n'ont jamais été ratifiés. N'ont jamais été ratifiés parce que les Azéris sont intervenus auprès des Turcs en disant si vous faites ça, vous n'êtes plus nos alliés, nos frères. Et puis du coup les Arméniens ont dit bah non, nous non plus on ne va pas ratifier. Et encore aujourd'hui, donc voilà, ces protocoles de Zurich, ça nous a demandé 3 ans de négociations. C'est jamais sûr, c'est jamais garanti que ces négociations puissent aboutir à quelque chose, mais je pense qu'elles sont néanmoins très très importantes pour positionner la Suisse sur le plan des relations internationales et pour montrer qu'on est un pays de paix, un pays qui a son rôle à jouer dans la communauté internationale, qui n'est pas simplement caché derrière ses montagnes, en face de ses coffres forts et qui jouit de son bien-être, vous voyez. Parce que là, on n'est pas respecté si on agit de telle façon, d'une façon aussi égoïste que ça dans le monde. Donc là, oui, des anecdotes, il y en a tellement parce qu'on a négocié beaucoup entre l'Arménie, la Turquie, le Kosovo. Le Kosovo, c'était vraiment difficile, quoi. Je veux dire, le Kosovo, on nous a reproché de ne pas respecter la neutralité de la Suisse parce que, en prenant parti pour un statut du Kosovo, on a été le premier pays à évoquer un statut pour le Kosovo au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et là, encore une fois, c'est assez démonstratif de quand on prend position, on est écouté. J'ai été invité à une réunion, ce qu'ils appellent transatlantique, Union européenne, OTAN, à New York. Et ils avaient mis invitation, Union européenne, OTAN, plus la Suisse. Pourquoi? C'était marqué plus la Suisse sur l'invitation. Pourquoi? Parce qu'on avait pris position sur l'indépendance du Kosovo. Et alors les gens voulaient nous entendre. Quels étaient nos arguments? Ensuite de ça, le président le Kofi Annan, le secrétaire général, et le président de l'Assemblée générale ont décidé que c'était une idée et qu'il valait mieux que le Kosovo ait un statut plutôt qu'on laisse ça en zone grise qui posait problème à toute la communauté internationale. Et finalement, l'indépendance du Kosovo a été avalisée aussi par quand même plus de 130 pays aujourd'hui, quoi. Mais avec des critiques très fortes, comme quoi la neutralité suisse aurait été mise en cause. Pas du tout. La neutralité suisse n'avait rien à voir avec l'indépendance du Kosovo. Qu'on prenne position pour l'indépendance du Kosovo n'était pas contraire à la neutralité du pays, ça ne nous faisait pas basculer d'un côté ou de l'autre, on prenait parti pour un statut juridique particulier de ce pays. Et donc on l'a défendu aux Nations Unies devant la communauté internationale. On n'était pas tout seul dans cette affaire. Vous avez aussi été la marraine de l'initiative de Genève pour un règlement pour le conflit entre Israéliens et Palestiniens. Est-ce qu'elle est définitivement morte, cette initiative de Genève? Écoutez, moi on s'est beaucoup mobilisé pour la solution. L'initiative de Genève, c'est la solution à 2 États. 2 États vivant côte à côte, dans l'harmonie. Et ça, c'est encore, si vous voulez, la position de la Suisse aujourd'hui et d'un certain nombre de pays, dont l'Union européenne, qui défendent la solution à 2 États dans le conflit israélo-palestinien. Moi, je vois difficilement comment cette solution pourrait être concrétisée aujourd'hui. Avec l'initiative de Genève, on a proposé
des solutions aux problèmes des réfugiés, aux problèmes des statuts, etc. Mais je vois difficilement comment ça pourrait être concrétisé aujourd'hui, parce que si vous regardez une carte, vous voyez que les territoires palestiniens sont d'une part divisés entre la bande de Gaza et le reste, qu'il y a de fortes divisions dans le leadership politique. Vous voyez aussi que le territoire, c'est un peu comme un emmental, il y a des trous partout, et je ne vois pas comment on pourrait faire un État viable là. Donc maintenant, notamment on a reçu récemment à Genève Avram Burg, qui était l'ex-président de la Knesset, qui était un soutien de l'initiative de Genève à l'origine, et qui est venu dire que pour lui, c'était la solution à deux États, ça n'entrait pas en ligne de compte. Le danger aujourd'hui, c'est qu'il y ait un seul État avec une sorte de régime d'apartheid. Ça, c'est ce qu'il nous a dit comme principal danger avec une solution à un État. Et il nous a dit aussi la difficulté de faire un seul État où tout le monde aurait les mêmes droits, où tout le monde serait traité de la même façon que vous soyez arabe, palestinien ou israélien. Donc voilà, la question n'est pas réglée. Et le problème, c'est que ni du côté israélien, ni du côté palestinien, on a envie que ça bouge. C'est plutôt le statu quo qui arrange tout le monde, malheureusement. Malheureusement. On reste dans cette situation de violence, comme on a vu récemment, avec des violations des conventions de Genève. Voilà, et la communauté internationale est impuissante, et c'est ça qui fait que finalement on est, en tout cas moi je me sens, et peut-être probablement certains d'entre vous aussi, hein, devant l'impuissance de la communauté internationale, on se pose quand même quelques questions sur l'utilité des institutions internationales, sur l'utilité du multilatéralisme, qui est effectivement aujourd'hui beaucoup remis en cause par l'émergence de grandes puissances, j'allais dire l'émergence d'hommes forts qui gouvernent tout seuls, quoi, je veux dire. Et donc là, le multilatéralisme, dont la Suisse est un exemple avec la Genève internationale et toutes ces organisations sièges européens des Nations Unies, le multilatéralisme s'érode depuis la chute de l'Empire soviétique, quelque part. Alors, vous avez évoqué Avram Burg, il est venu donc à l'invitation de l'Université de Genève et il s'est dit très intéressé par le modèle fédéral suisse. À votre avis, qu'est-ce qui fait que Avram Burg, l'ancien président de la Knesset, ancien président de l'Agence juive mondiale, s'intéresse au modèle suisse, fédéralisme? Bon, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au modèle suisse. J'ai été invitée récemment en France à un festival de journalisme où on a beaucoup parlé du modèle suisse, de la démocratie directe, du fédéralisme. De plus en plus, on se rend compte que la démocratie, c'est aussi la décentralisation, la gouvernance proche des gens, la démocratie directe, que ça suffit pas que vous ayez des élections pour vous sentir vraiment bien représenté. Vous votez une fois tous les 5 ans, et puis vous vous sentez un peu floué après par les politiques qui sont menées. Et les gens s'intéressent énormément à je parlerai plutôt pas de modèle, mais plutôt d'expérience suisse, qui a lieu dans un cadre institutionnel très précis, qui est ancien, avec une population qui a une culture démocratique, qui s'intéresse, qui lit, qui vote assez fréquemment. Et bon, Avram Burg, il était intéressé parce qu'évidemment, ça arrive dans les pays comme la Palestine et Palestine-Israël. Là, on pense immédiatement, et c'est ce qui est venu à l'esprit d'Avram Burg, c'était une confédération, quoi. Quelque chose comme une gouvernance horizontale de 2 pays, de 2 entités, de 2 ensembles, pas 2 pays mais 2 ensembles qui se lient par un certain nombre de liens sans être un État centralisé, vous voyez. Et donc ça, c'est là-dessus qu'il travaille maintenant, et c'était la raison de sa venue en Suisse. Mais ça a intéressé aussi les Ukrainiens à un moment donné, avec les problèmes qu'ils ont à l'est de l'Ukraine. Ça intéresse vraiment beaucoup de monde. À la fois pour le modèle, la Suisse est un pays, un modèle unique, de gouvernance très décentralisée. Très décentralisée et très, je sais pas comment exprimer ça, gouverné de bas en haut. Hein. En France, un ministre débattait avec moi et il disait oui, alors le référendum, alors
il va falloir qu'on organise des référendums sur tel et tel et tel et tel sujet. J'ai dit, oui, mais bon, là, vous êtes dans un référendum ordonné par le gouvernement, qui en général finit en plébiscite. Mais vous n'êtes pas dans un référendum initié par la population, comme c'est le cas chez nous. C'est très différent, quoi. C'est un modèle très différent. Alors, on utilise des mêmes mots, mais ça recouvre des réalités très, très différentes. Et moi, ce que j'ai vu, c'est l'intérêt des festivaliers, là, des gens qui participaient, qui étaient vraiment très, très intéressés à avoir quelques exemples de démocratie directe où on vote sur la substance et pas uniquement pour élire des gens, puis après, vous dites plus rien pendant 5 ans. Alors, est-ce que le Conseil fédéral, il y a un momentum maintenant par rapport à l'intérêt justement de cet exemple suisse? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Conseil fédéral, plus particulièrement le ministre des Affaires étrangères, est-ce qu'ils sont assez actifs, à votre avis, pour essayer de faire en sorte justement que la Suisse, qui agit beaucoup en coulisses, soit encore mieux entendue, je dirais notamment par les dirigeants qui sont arrivés au pouvoir récemment, je pense au président Biden et à d'autres dirigeants? Par rapport au président Biden, on a eu l'occasion de lui parler directement, et ça, c'était vraiment très positif, hein, je veux dire, de pouvoir amener des sujets qu'on n'aurait pas pu faire si le sommet avait eu lieu ailleurs qu'en Suisse, amener directement et assez vite dans le temps de fonction du président Biden. Les soucis de la Suisse, c'est pas uniquement la démocratie suisse. Moi, vous voyez, il faut pas trop la prôner comme il faut être un peu modeste, parce que je crois que on a un système qui s'est développé au cours des siècles. Ça peut pas être un modèle qui est transféré d'un système à un autre tel quel. Ça suppose une certaine évolution, ça suppose des conditions institutionnelles précises, ça suppose un encadrement. Vous pouvez pas comme ça dire je fais un référendum, je suis président, je déclare un référendum, et vous n'êtes pas dans un système de démocratie directe. Hein. Donc nous, on a un système qui peut pas être transposé tel quel. Mais nos expériences de démocratie directe peuvent servir d'inspiration, je dirais, pour d'autres, avec les leçons qu'on peut tirer de nos expériences. Encore une fois, je parlerai pas vraiment de modèle, et le Conseil fédéral, il a raison de ne pas aller partout en circulant et en disant on a le meilleur système du monde, hein, même si je le pense à quelque part, parce qu'on a un très bon système. Mais voilà, on peut pas imposer à d'autres ce qu'ils ne veulent pas pour eux-mêmes. Chaque peuple, chaque pays a son histoire, sa culture politique, ses intérêts géostratégiques, et il agit de la meilleure manière qui lui paraît. Mais là, maintenant, on sent vraiment, notamment au sein de l'Union européenne, que vous pouvez plus mener une politique d'en haut sans vraiment en ignorant les opinions publiques. Et vous voyez des mouvements comme les Gilets jaunes en France, hein, qui débarquent dans la rue, pour se faire entendre, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de se faire entendre. Bon, on a aussi ces mouvements en Suisse, vous me direz, mais ça peut déboucher sur des projets institutionnels, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Si je prends l'exemple de la France avec la taxe, nous on a voté sur la taxe CO2, on a refusé la loi. En France, vous avez eu le gouvernement qui a proposé dans le même esprit une taxe sur l'essence, qui a provoqué le mouvement des Gilets jaunes et indirectement une convention citoyenne sur le climat, dont les conclusions n'ont pas été reprises par le gouvernement. Je crois qu'à peu près 30% des propositions ont été reprises, et encore pas littéralement. Donc, vous voyez, c'est la différence entre les systèmes. En France, c'est le gouvernement et le président, pour ne pas dire le président tout seul, qui décide. Et en Suisse, le peuple s'est prononcé sur la loi CO2, qui était aussi une taxe sur l'essence et sur le mazout. On a dit non. Et le gouvernement vient maintenant avec des incitations pour investir dans les énergies alternatives. Mais voilà, la voie est maintenant bouchée pour ces taxes. Bonsoir madame. Bonsoir. Ma question est la suivante. Neutralité active.
qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui et qu'est-ce que ça voulait dire en 1960? Alors, aujourd'hui, vous savez, comme je vous l'ai dit, la neutralité a eu des excusez-moi, j'ai attrapé quelque chose là, juste, qui me dérange, mais la neutralité a eu des interprétations différentes en fonction des époques. On a, par moment, là, ça a été interprété de façon comme on reste à distance, on prend aucune position. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, la neutralité, et c'est pas mon opinion, mais c'est la neutralité telle qu'elle est appliquée par la Suisse officielle, c'est une neutralité qui se base, qui a comme fondement, qui est adossée, si vous voulez, au droit international et au respect des règles. Donc, quand on va dans un pays, par exemple en Chine, pour parler des droits humains, on ne dit pas vous faites tout faux. On dit on a signé telle et telle convention, eh bien, on doit les respecter. Comment on fait pour arriver à les respecter? C'est adossé au droit international. C'est une posture aussi de non-utilisation de la force pour régler les conflits. La Suisse a renoncé à l'utilisation de la force pour imposer ses intérêts, pour défendre ses intérêts dans le monde. Et ça, c'est un positionnement qui reste au travers, que ce soit en 1960 ou aujourd'hui, c'est un positionnement qui reste. Ça, c'est le fondement même de la neutralité suisse, c'est le renoncement à la force. Et donc, ça a généré une politique qui se base, encore une fois, sur le respect du droit international, qui se base sur la promotion de la paix, sur des activités de médiation, de facilitation. Ça, c'est la politique de la Suisse aujourd'hui. Sur les activités commerciales aussi, on développe des activités commerciales avec tous les pays. Quand je suis arrivée au département des affaires étrangères, j'ai posé la question, c'est quoi notre politique? On m'a dit, c'est d'être en bon terme avec tous les pays. Voilà, c'est ça. Et donc, si vous voulez, c'est l'accent sur la promotion de la paix, sur les relations commerciales, et la non-utilisation de la force, donc l'opposition aux armes nucléaires, le soutien des traités de limitation des armements, enfin, etc. C'est ça le positionnement. En matière de diplomatie économique, on est très actif, on a toujours été très actif. Et c'est pour ça que quelquefois la diplomatie économique ou les objectifs économiques entrent en contradiction avec la neutralité. Quelquefois on a des positionnements assez pragmatiques en la matière parce que on a des relations commerciales avec des États qui sont en guerre, par exemple. On envoie des armes en Corée du Sud alors qu'ils sont techniquement en guerre avec la Corée du Nord et que c'est contraire à la neutralité de le faire. Donc la diplomatie, les relations commerciales, la Suisse est un pays exportateur, et donc parce qu'on a un marché intérieur qui est trop petit, pour qu'on puisse développer, les entreprises puissent se développer uniquement avec le marché intérieur, et donc on exporte beaucoup, et donc il y a un intérêt pour la Suisse officielle de créer des conditions cadres favorables pour nos industries d'exportation. Donc de multiplier les accords avec les partenaires économiques importants, de multiplier les accords de libre-échange, de multiplier les accords sur les investissements, de refus de la double imposition, etc., etc. Donc là vraiment la Suisse est très active et par moments ça a été au détriment de la politique. Ça a caché, si vous voulez, quelque part les intérêts politiques ont été un peu à l'arrière-plan. Et là, l'idée, c'est d'arriver, la cohérence et la difficulté pour le positionnement de la Suisse, c'est d'arriver à faire la synthèse entre les intérêts économiques et les intérêts plus politiques. Et donc, dans les négociations avec l'Union européenne, vous l'avez vu, c'est un exemple qui est criant, parce que la Suisse a un intérêt à à avoir un accès au marché intérieur de l'Union européenne. C'est un partenaire très important, voire le premier partenaire économique de la Suisse. Donc, on a intérêt. Mais d'un autre côté, cet accord institutionnel posait des problèmes politiques, de souveraineté, puisqu'il nous imposait de reprendre de façon dynamique, entre guillemets, le droit européen et de l'appliquer, alors que nous ne participons pas à son élaboration. Donc finalement là, l'intérêt politique l'a emporté sur l'intérêt économique et ça a provoqué des réactions en Suisse. Mais vous voyez ce dilemme, la Suisse y est confrontée quasiment, très souvent, très souvent. On est sur une ligne de crête avec la Chine aussi, par exemple.
Avec la Chine, on parle maintenant des problèmes de respect des minorités en Chine. La Suisse a un accord de libre-échange avec la Chine et sa balance commerciale avec la Chine est pratiquement à l'équilibre. Donc voilà, on est d'ailleurs, je crois après l'Islande, le seul pays européen à avoir un accord de libre-échange avec la Chine. Donc ça pose, et c'est reproché à la politique suisse, hein, ça pose des problèmes, ça pose des dilemmes, voilà. Mais jusqu'à maintenant, et c'est pour ça que finalement, on est un pays assez pragmatique. On se débrouille. Elle est ancrée dans notre ADN. Donc elle existe. Elle existe pour vous, elle existe pour chacun d'entre nous. On se comprend comme un pays neutre. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire ça. Parce que quand vous êtes adossé au respect du droit international, vous prenez parti. Vous prenez parti en faveur du droit. Vous prenez parti en faveur du droit. Alors, c'est prendre parti. C'est prendre parti, c'est pas rester assis à rien dire et à rien faire. Quand vous faites des médiations, eh ben, le simple fait de faire une médiation, ça vous met déjà en positionnement quelque part sur la scène internationale. Ne pas prendre parti du tout, c'est la position de l'Union démocratique du centre en Suisse, hein. C'est-à-dire de s'éloigner des organisations internationales, d'être un pays souverain au sens premier du terme, hein, je veux dire ne dépendant de personne, mais là franchement c'est plus le cas aujourd'hui avec la politique officielle de la Suisse en matière de neutralité. On prend parti du droit international. C'est, si vous voulez, je peux comparer ça à la position d'un juge. C'est pas parce qu'on prend parti pour le droit qu'on est partisan. C'est ça la différence. La question de monsieur, on pourrait dire que la Suisse fait partie au fond des non-alignés, enfin est un pays neutre et non-aligné. Est-ce que cette notion de non-aligné... Bon, si vous voulez, moi non mais j'aime pas tellement non-aligné parce que évidemment quand je dis on prend parti pour le droit, on prend parti, on n'est pas assis aux Nations Unies, vous savez très bien, c'est Imhoff. Vous êtes jamais tu. Bon, Monsieur Imhoff était ambassadeur quand j'étais en fonction, donc il s'est jamais tu. C'était quelqu'un qui a beaucoup causé, hein, qui a beaucoup parlé partout où il a été. Bonsoir, pardon, bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir. Je reviendrai peut-être à des choses un peu moins élevées et plus basiques. Vous avez rappelé au début de la conférence que certains de nos pays voisins sont un peu crispés par l'attitude ou décision qu'on a prise en Suisse. Alors ma question, doit-on s'attendre, selon vous, à ce que nos voisins se crispent encore plus, voire même mettre en place des résistances dans nos relations entre nos voisins proches? Et puis, si vous permettez, quel est votre avis sur l'avenir de l'Europe? Alors, sur les relations de la Suisse avec l'Union européenne, je pense qu'il y a eu un moment de stupéfaction, si vous voulez, lorsque le Conseil fédéral a déclaré ne plus vouloir continuer les négociations sur l'accord institutionnel. Parce qu'il faut quand même dire qu'on les a promenés pendant 7 ans. Hein? Et là, franchement, on a dit oui, cet accord, on va finir par l'approuver, oui, il faut attendre un peu, la votation sursis, et puis finalement on arrête. Donc là, il y a eu un certain nombre les gens étaient quand même pas très contents. Imaginez si on vous fait le coup, quoi. Je veux dire, vous n'êtes pas très contents. Mais je pense que les choses peuvent s'arranger. On sait toujours, vous savez, c'est pas, on fait pression un peu sur nous maintenant, mais je pense qu'on a de très bons diplomates, on a une bonne diplomatie et on a surtout des intérêts, et l'Union européenne aussi a des intérêts à ce que les relations avec la Suisse soient bonnes. Imaginez, on a 340 000 frontaliers qui viennent tous les jours travailler en Suisse, depuis les pays limitrophes. On a construit les transversales alpines, pas pour nous, mais pour faciliter la transition du nord de l'Europe vers le sud de l'Europe. Ça, c'est un cadeau, quoi, qui nous a coûté des milliards. On
on paye ce qu'on appelle le milliard de cohésion pour aider à la cohésion à l'intérieur de l'Union européenne, pour faciliter une meilleure gouvernance dans certains pays membres de l'Union européenne. 1 milliard. Qui d'ailleurs, on discute de devoir le payer pour atténuer un peu le choc, le payer immédiatement. Donc, et puis l'Union européenne est un partenaire commercial de la Suisse. On est relativement important comme pays exportateur, comme investisseur direct dans l'Union européenne. Maintenant, j'apprends que les investissements directs de la Suisse sont plus importants aux États-Unis qu'en Allemagne, dans le Bade-Württemberg, ce qui était notre premier partenaire. Maintenant, les États-Unis ont pris la première place. C'est-à-dire que les difficultés avec l'Union européenne font que la diplomatie commerciale suisse s'est un peu redéployée, si vous voulez, sur les pays autres que ceux de l'Union européenne, pour diversifier un peu nos relations commerciales et essayer d'amoindrir un peu les effets d'une trop grande dépendance par rapport à l'Union européenne. Mais ça reste un partenaire extrêmement important et la balance commerciale de la Suisse avec l'Union européenne est déficitaire. Ça veut dire que 20 milliards de francs par année sont en faveur de l'Union européenne. Donc ils ont quand même pas intérêt à rester fâchés avec nous. Donc Monsieur Cassis, notre ministre des Affaires étrangères, fait la tournée des popotes, il va aller à Bruxelles, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, ou je sais plus, un de ces jours. Donc, on essaye d'amoindrir et on essaye surtout de repositionner les relations avec l'Union européenne dans un autre cadre qui poserait moins de problèmes. Mais pour ça, je vous dirais, il faudrait qu'on soit d'abord unis en Suisse. Parce que comment voulez-vous aller discuter avec Bruxelles quand vous avez autant d'opinions que de Suisses par rapport à nos relations avec l'Union européenne? Ça va pas. Et vous avez les syndicats qui sont contre pour cette raison, les partis de droite qui sont contre pour cette raison. En l'occurrence, il y avait le problème de la protection des salaires, il y avait le problème, ça c'était la gauche, il y avait le problème de la citoyenneté européenne, ça c'était la droite qui voulait pas en entendre parler. Il y avait le problème des aides d'État, ça c'était les cantons qui voulaient rien savoir. Donc comment voulez-vous aller discuter avec Bruxelles d'un cadre futur pour nos relations, alors qu'en Suisse, on n'est pas fichu de se mettre d'accord. Donc d'abord, il faut nous laisser tranquilles quelque temps pour qu'on arrive à se mettre d'accord et ensuite aller parler avec Bruxelles pour arranger nos relations. Maintenant, vous m'avez posé la question de l'avenir de l'Union européenne, c'est ça? Écoutez, moi, j'en sais rien. Nous, on a intérêt, la Suisse, à avoir une Union européenne forte. Ça, c'est notre intérêt, hein, je veux dire. Au-delà des problèmes de démocratie, de gouvernance, etc., notre intérêt factuel, matériel, c'est d'avoir une Union européenne forte, d'avoir une Union européenne qui n'est pas un danger pour nous, mais qui au contraire est un bon partenaire avec lequel on peut parler. Et puis d'avoir une Union européenne forte, ça nous permet de parler avec un interlocuteur au lieu de 27, quoi. Mais l'avenir de l'Union européenne, ça je peux pas, je suis pas. Il y a des pessimistes et des optimistes. Soyons un peu optimistes, mais en Suisse, la population est plutôt pessimiste puisqu'il y a qu'aujourd'hui 7% de la population qui est prête à adhérer à l'Union européenne. On est passé, si vous voulez, d'une période vers la fin du XXe siècle, une période d'euphorie par rapport à l'Union européenne. C'était un grand ensemble de paix, tout le monde voulait y adhérer. Il y a eu des initiatives pour adhérer à l'Union européenne. Puis aujourd'hui, on est un peu retombé sur la terre quand on voit les difficultés et les concurrences à l'intérieur de l'Union européenne. On se dit, bon, hein, peut-être qu'on n'est pas si mal tout seul, mais je peux pas vous répondre. Oui, j'aimerais que vous nous parliez des accords bilatéraux, d'abord pour nous préciser un petit peu en quoi ça consiste, et en quoi les négociations, la rupture des négociations qui a lieu il n'y a pas longtemps, sont un frein à ces accords ou une difficulté. J'ai pas compris la fin de la question. C'est par rapport à l'Union européenne, hein? Par rapport à l'Union européenne, oui, je crois, pas uniquement la France, mais c'est par ces accords bilatéraux. Oui, alors la Suisse a un accès, si vous voulez, au grand marché européen. La Suisse a un accès, ce qu'on appelle sectoriel. C'est-à-dire, ça nécessite à chaque fois de négocier un accord avec l'Union européenne
pour avoir accès à tel ou tel marché de l'Union européenne. On n'a pas un accès généralisé au marché de l'Union européenne. On a un accès sectoriel. Et on a multiplié les accords avec l'Union européenne à tel point qu'aujourd'hui, il y a à peu près 140 accords bilatéraux avec l'Union européenne. Et l'Union européenne, à un moment donné, a dit non, mais ça va, là, on passe notre temps à discuter avec la Suisse, ça va pas, ça nous coûte beaucoup de temps, beaucoup de diplomatie, etc. On veut un cadre institutionnel qui fait que vous acceptez de reprendre le droit européen, et puis en contrepartie, vous avez un accès au marché européen. Le résultat, ça a été cet accord institutionnel qui a présenté des difficultés et dont on a arrêté le cours très récemment. Oui, alors il demeure. Le grand problème, c'est que ces accords, au fur et à mesure que le droit européen évolue, et c'est ça un peu la difficulté, ces accords deviennent obsolètes. Ils perdent de la valeur, puisqu'il y a d'autres évolutions du droit européen qui remplacent, si vous voulez, ce droit qu'on a accepté au travers des accords bilatéraux. Alors, on n'est pas super pressé, parce que ces accords ne vont pas vieillir du jour au lendemain, vous voyez, ils restent en vigueur. Mais c'est vrai qu'avec le temps, ils vont s'éroder, et qu'il va quand même falloir qu'on trouve une solution dans nos relations avec l'Union européenne. Le problème qu'on a, c'est que l'Union européenne est devenue un grand ensemble, assez compliqué de mettre d'accord les 27 États membres, et qu'ils ont élaboré un modèle de relation avec les États tiers, dont nous sommes un État tiers, par exemple avec la Géorgie, par exemple avec l'Ukraine, par exemple avec la Suisse, et qu'ils appliquent le même modèle à tout le monde. Et alors nous, ça nous a beaucoup heurté, ça je vous le cache pas, ça nous a beaucoup heurté. C'était une des raisons pour laquelle on s'est dit, bon bah là maintenant il s'agit d'envisager sérieusement de repenser à nos relations avec l'Union européenne, et le ministre des Affaires étrangères a proposé un dialogue politique structuré, régulier avec l'Union européenne, ce que nous n'avions pas jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Bonsoir. Pour une présentation très intéressante. Ariane Dumont. Moi, j'ai une question par rapport à l'histoire du Sophia Gate, cette fameuse situation à Ankara où on avait Michel et Madame Ursula von der Leyen qui finalement était reléguée et a dû s'asseoir sur un sofa et elle n'était pas au même niveau que ces messieurs. J'aimerais savoir comment vous auriez réagi si vous aviez été à sa place. Et puis, subsidiairement, ma question concerne le genre. Est-ce que le fait d'avoir été une femme de votre carrière vous a plutôt dans l'ensemble servi ou desservi, ou parce que vous avez été pionnière dans bien des situations, vous étiez en plus une femme, j'aimerais dire. Alors, écoutez, d'abord, je me serais pas retrouvée dans cette situation, parce que les questions de protocole sont réglées au préalable entre les différents services des affaires étrangères des pays concernés. Pour ce qui concerne l'Union européenne, moi j'ai pas plus d'informations que vous, mais si j'ai bien compris, les services du protocole de Madame von der Leyen n'étaient pas présents lors des discussions. C'était le Conseil européen qui a mené les discussions sur le protocole applicable. Et je peux m'imaginer que Monsieur Erdogan a dû bien rigoler. Hein, je veux dire, bon, c'était une situation franchement pas très agréable pour Madame von der Leyen, mais quelque part, il y a eu là un vide de son protocole. Elle aurait jamais dû se trouver dans cette situation. Jamais. Voilà. Est-ce que une femme est défavorisée ou favorisée? Ça m'est difficile de dire. Bon, quand vous allez dans certains pays où les dirigeants sont, disons, fondamentalistes, vous regardent pas dans les yeux parce que vous êtes une femme. Bon, c'est pas très drôle. Mais là, j'avais des collaborateurs masculins avec moi, donc ça a compensé un petit peu. Le principal problème que j'ai connu, c'était en Iran. Je me suis rendue en Iran. La Suisse représente les intérêts américains en Iran. Et donc, il est assez logique que on visite, l'Iran, qu'on visite les États-Unis à propos de ce mandat. Et on avait des questions à discuter avec les Iraniens. Bon, d'abord concernant notre médiation sur le nucléaire, mais aussi concernant un certain nombre de cas que j'appelle moi des cas consulaires, qui sont des Américains détenus en Iran ou qui voilà. Et donc il fallait en parler. Et donc on est arrivé à l'aéroport à Téhéran et on s'est dit on était deux femmes.
la femme qui est actuellement secrétaire d'État, Madame L'Oeil, et moi-même, accompagnée d'un certain nombre de collègues masculins. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met le voile ou pas? On tente le coup sans le voile. Donc on est descendu. On a été mis dans un lounge VIP. Et puis, on a attendu 1h et demie. On nous a donné des pistaches, mais il se passait rien. Et au bout d'un certain temps, il y a un représentant du ministère des Affaires étrangères iranien qui est venu, qui a dit, vous ne rentrez pas sans voile. Si vous ne mettez pas le voile, moi, ministre des Affaires étrangères, je ne peux pas vous recevoir. Je suis dans l'impossibilité de vous recevoir. Donc on a parlé entre nous et on s'est dit, moi je me suis dit, bon, ça veut dire renoncer à faire mon travail. J'estime que c'est pas un positionnement féministe. Hein. Je retournais à Berne et laisser un collègue masculin venir à ma place. Ah non, ça non. Alors j'ai mis le voile, voilà. Et puis, il y a eu cette fameuse photo où on me voit avec un voile rigolade. Je rigole. Ben là, c'était très particulier parce que donc je savais bien que ça allait être mis en évidence. Maintenant plus, hein, tout le monde va à Téhéran, porte un voile, personne fait de cas. Mais à l'époque, c'était vraiment. Et je savais bien que ça allait provoquer quelque chose. Donc, je rencontre le président, qui était Monsieur Ahmadinejad à l'époque. Il y avait un long corridor, et moi j'étais là, et lui il était là. Et puis, entre deux, il y avait des photographes, des journalistes, et je me suis dit, je regarde de l'autre côté, pour pas qu'ils puissent me photographier. Je fais comme ça, je passais comme ça. Et puis, il y en a un qui me fait la remarque, dit, ouais, regardez là, qu'est-ce qu'elle fait. Je tourne la tête, je rigole, hop. Et c'était fait. Donc, voilà. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est monnaie courante. Les gens vont en Iran, ils mettent un voile, quoi. Je veux dire, sinon, le ministre des Affaires étrangères m'a dit, je peux pas vous recevoir. Vous devez comprendre, madame, je peux pas. Alors, bon. Et c'est des situations où vous pouvez vous retrouver, mais honnêtement, ça m'a jamais trop posé de problème. Plutôt, je dirais, dans les médiations, c'est plutôt un avantage, je dirais, d'être une femme, parce qu'on a une manière différente d'aborder les relations humaines, je pense. Mais peut-être que François Barras ou Monsieur Imhoff pourront me contredire là sur ce point, parce que vous avez la vision masculine des choses. Oui, on a été en Corée du Nord avec Monsieur Imhoff, ce qui était à l'époque très très rare. J'ai passé la ligne de démarcation à pied. De nouveau, ça c'était un rôle attribué à la Suisse. J'étais la seule personne après le président Carter américain qu'on a laissé passer la ligne de démarcation à pied. Et là, j'ai eu absolument aucun problème à être une femme. Je vais dire au contraire. Ouais. Est-ce que je peux poser une question pour compléter la question de Madame? Vous avez été président de la Confédération, ministre des Affaires étrangères, vous enseignez. Qu'est-ce que vous aimeriez faire encore, Madame? Moi, je dois dire que non, mais ce que j'aime faire, c'est écrire, quoi. J'aimerais continuer d'écrire, et puis si je peux garder un enseignement, bon, c'est vrai que j'ai un âge avancé et que je vais quand même pas enseigner jusqu'à 85 ans, mais je veux dire, la vie que je mène maintenant me plaît énormément, c'est-à-dire essayiste, commentatrice, enseignante, voilà, moi j'aime ça, quoi. Je veux dire, je trouve que voilà, ça me satisfait pleinement. Là, le problème quand vous êtes en fonction, c'est que souvent je m'étais dit, mais je ne peux pas vraiment jouir de la situation. Vous visitez des quantités de pays, vous voyez des gens très importants, vous parlez avec eux, vous défendez vos intérêts, c'est évidemment. Mais vous êtes toujours sous le feu des projecteurs. Toujours à surveiller votre langage. Et ça, je dois dire qu'au bout d'un certain temps, c'est assez pénible. Sous les feux de la presse, sous les feux des autres pays, faites attention de ne pas faire un faux pas parce que ça peut avoir des conséquences pour votre pays. Alors, je dois vous dire franchement, retrouver sa liberté de parole, retrouver sa liberté d'analyse, ça, c'est quand même assez précieux. Et puis, peut-être une dernière anecdote. On a beaucoup parlé de votre rencontre avec M. Colin Powell à l'époque, lorsque vous étiez au World Economic Forum, et que vous aviez souhaité, pour ne pas dire insister, pour que vous soyez reçu par M. Powell. Comment ça s'est passé? Parce qu'on a vu qu'il vous a fait la bise. Ça avait l'air très, très convivial, cette rencontre.
Alors tout le monde était affolé parce que la Suisse avait une position particulière. Hein. La Suisse a dit on applique le droit de la neutralité s'il y a une intervention en Irak sans résolution du Conseil de sécurité. Donc pas approuvé par la communauté internationale, on applique le droit de la neutralité. Et donc, on avait arrangé une rencontre avec Colin Powell, qui était alors à l'époque secrétaire d'État américain, et qui défendait une coalition menée par les États-Unis qui interviendrait en Irak. Et donc, tout le monde était affolé. Et puis, en plus, je maîtrisais pas l'anglais je maîtrisais l'anglais de la façon apprise à l'école suisse. Bon, bref. Et donc et puis c'était ma première rencontre internationale d'important 3 semaines après mon entrée en fonction. Donc, hein, j'avais aucune expérience de ce type de rencontre et la première, c'était avec le secrétaire d'État américain. Alors, il arrive, c'est un grand monsieur. Et puis, on parle, puis il me dit, je comprends tout à fait le positionnement de la Suisse, j'étais vous, j'aurais le même positionnement. On s'est très bien entendu. Mais à la fin, il y avait beaucoup de journalistes qui nous attendaient à la sortie. Puis, moi, j'étais pratiquement paniquée. Je lui dis, mais écoutez, comment ça se passe? Je sais pas faire. Ça fait que 3 semaines que je suis en fonction. Il m'a dit, viens, je t'apprends. Alors, il m'a montré comment on serrait la main devant la presse, etc. Et le soir, il y avait une réception offerte par le World Economic Forum. Et il y a Colin Powell qui me voit, il était au fond de la salle, il me voit de l'autre côté. Il arrive vers moi, tout rayonnant, il me fait la bise sur les 2 joues. Il y avait le président Couchepin, il en était, mais... Il a dit, comment tu fais, là? Du coup, le fait de savoir ce qu'on veut et de l'apposer quelque part en politique, ça... Bon, puis aussi d'avouer peut-être ses faiblesses, vous savez, quelquefois, hein. Ben, quand on sait pas, on sait pas. Moi, j'ai préféré le lui dire. Dans la presse, il est apparu, non pas que vous ne saviez pas, mais au contraire que vous aviez imposé vos volontés au secrétaire d'État des États-Unis. C'est pas tout faux. Est-ce qu'on peut retrouver ce genre d'anecdote, Madame Calmiret, dans votre prochain livre? Est-ce que vous allez écrire un livre justement sur cette expérience, je dirais, en marge ou en coulisses de la diplomatie? Moi, j'ai envie d'écrire maintenant sur la question libyenne. Parce que vous savez que la Suisse avait eu 2 otages qui ont été détenus par Kadhafi en Libye. Et cette histoire a duré 1 année et demie, est extrêmement, humainement, extrêmement douloureuse, aussi bien pour le département des Affaires étrangères que pour les otages eux-mêmes. Et j'ai envie d'écrire là-dessus parce qu'on n'a jamais vraiment pu faire le deuil de cette affaire. On n'a jamais vraiment pu fêter la libération des otages. À la libération des otages, immédiatement, la machine politique et partisane suisse s'est mise en marche parce que chaque parti politique et chaque conseiller fédéral se considérait comme avait le syndrome du sauveur quelque part, hein. Et alors ils n'étaient pas contents que je les ai sortis. Et donc on n'a jamais vraiment pu faire le deuil de cette affaire, les collaborateurs et moi-même non plus. Et là-dessus j'avais envie d'écrire sur cette aventure humaine qui nous a vraiment préoccupés pendant 1 année et demie avec des moments d'une intensité. Vraiment, Monsieur Kadhafi pratiquait une politique de cow-boy, quoi. Je veux dire, c'était terrible, quoi. Il convoquait l'ambassadeur au milieu de la nuit pour une conférence de presse, et de manière à vraiment les insécuriser. La police était autour de l'ambassade avec des kalachnikovs en demandant que les otages sortent, et nos otages étaient protégés avec notre ambassadeur assis dans son salon, avec les ambassadeurs de l'Union européenne qui disaient on vous soutient. Non, mais c'était vraiment terrible. Donc là-dessus, j'ai envie vraiment d'écrire quelque chose pour, voilà, aussi pour me libérer un peu de cet épisode qui a été vraiment difficile. Merci beaucoup, Madame Calmiret. Merci. Avant de pouvoir dédicacer votre prochain livre, eh bien, les personnes vous attendent pour dédicacer celui-ci de livre. Je vous remercie infiniment pour cet échange. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une très belle soirée et je me réjouis de vous revoir pour le prochain débat avec Manuel. Merci beaucoup, Madame Calmiret. Merci. Merci à vous.